À votre avis, quelle nation possède le plus grand fonds souverain au monde? Avec son incroyable excédent commercial de 992,2 milliards de dollars, pourrait-il s'agir de la Chine ou de l'Arabie Saoudite, qui produit environ 11 milliards de barils de pétrole par jour et détient 16% des réserves mondiales de pétrole? Les deux sont de bonnes réponses, mais aucune ne l'emporte. La Norvège, pays européen de la taille du Nouveau-Mexique, dispose d'un montant stupéfiant de 1800 milliards de dollars. C'est un trillion avec un T en effet. Cependant, ce n'est même pas l'aspect le plus étonnant de cette vidéo. Les États-Unis et le reste du monde sont incrédules quant à ce que la Norvège a l'intention de faire avec cette part substantielle de cet argent. Attention, l'Ukraine en sera la cible. Toutes les informations sont dans cette vidéo. Pour ceux qui ne lisent pas les rapports économiques pendant leur temps libre, commençons par quelques notions de base. Un fonds souverain, ou FS, est similaire à un compte d'épargne massif, mais pour une nation entière. Ces fonds sont créés par les gouvernements qui utilisent les recettes excédentaires, provenant souvent du pétrole, des excédents commerciaux ou d'autres mannes, et les investissent ensuite dans des actions, des obligations et des biens immobiliers pour en augmenter la valeur. Cependant, si vous pensez que tous les fonds souverains sont créés égaux, vous devriez y réfléchir à deux fois. Le fonds norvégien est très différent. Comme indiqué précédemment, ce fonds, officiellement connu sous le nom de Government Pension Fund Global, est de loin le plus important au monde. Au moment de la réalisation de ce film, ce fonds était évalué à environ 20 000 milliards de couronnes norvégiennes, 1800 milliards de dollars pour être exact. Voici les valeurs de 4 autres fonds qui se classent parmi les 5 premiers au monde à titre de comparaison, avec une valeur de 1330 milliards de dollars. La China Investment Corporation est le plus grand fonds souverain du pays. La filiale de Hong Kong du fonds souverain chinois, Safe Investment Company, a une valeur de marché de 1090 milliards de dollars. L'Abu Dhabi Investment Authority a une valeur de 1060 milliards de dollars. De plus, la valeur de marché de l'autorité d'investissement du Koweït s'élève à 1030 milliards de dollars. Comme vous pouvez le constater, la Norvège dispose d'un fonds souverain sans égal. Mais d'où provient tout cet argent? Voici une ventilation de la valeur en 2024. 326 milliards de dollars en devises, 469 milliards de dollars en entrée nette et 1020 milliards de dollars en retour sur investissement. Plus précisément, la majorité des fonds proviennent d'actions, la Norvège détenant des parts dans près de 9000 entreprises à travers le monde. Comme elle détient en moyenne 1,5% de toutes les entreprises cotées en bourse, la fortune de la Norvège augmente parallèlement au succès des marchés internationaux. Il y a ensuite les obligations, qui sont essentiellement des prêts aux entreprises et aux gouvernements qui génèrent des rendements réguliers. En outre, la Norvège possède des immeubles de bureaux prestigieux, des établissements de vente au détail et des centres logistiques dans les grandes villes internationales. Le fonds investit dans des projets éoliens et solaires en tant que pari à long terme sur la durabilité. Et enfin, il existe des infrastructures pour les énergies renouvelables. Le meilleur aspect, le fonds souverain norvégien a été soigneusement planifié pour continuer à se développer. Pour éviter la surchauffe de son économie, il n'investit qu'en dehors de la Norvège, contrairement à de nombreux autres pays. Cela implique que la Norvège diversifie ses risques dans plusieurs secteurs et zones géographiques, même lorsque les marchés internationaux évoluent. Et jusqu'à présent, cette tactique s'est avérée plutôt efficace. En réalité, les revenus pétroliers du pays représentent moins de la moitié de la valeur du fonds. Le reste a été constitué grâce à des investissements judicieux. L'épargne est désormais couverte, mais qu'en est-il des dépenses? Il est essentiel de comprendre que la Norvège ne considère pas ce fonds comme une énorme tirelire qu'il est possible d'ouvrir à tout moment. Non, l'utilisation de l'argent est soumise à une réglementation stricte. Même si le gouvernement ne peut en dépenser qu'une petite partie chaque année, cela représente néanmoins environ 20% du budget national. L'idée fondamentale, ne jamais dépenser le fonds lui-même, utiliser uniquement l'argent qu'il rapporte. Cette idée a été ancrée dans le système dès le début. La Norvège a jeté les bases d'une stratégie prudente de gestion à long terme des ressources pétrolières dans les années 1960 lorsqu'elle a affirmé sa souveraineté sur son plateau continental. Les directives étaient sans ambiguïté. Il fallait penser à l'avenir avant d'épuiser les ressources. La Norvège a adhéré à des réglementations fiscales strictes depuis 2001, limitant initialement les dépenses à 4% par an, puis les réduisant à 3%. La Norvège n'utilise que le retour sur investissement prévu en raison de la contrainte de dépenses de 3%. Cela garantit la croissance continue du fonds tout en maintenant le soutien économique. Pour cette raison, cette réglementation, qui a été mise en œuvre par le premier cabinet de Jens Stoltenberg, a recueilli le soutien de personnes de toutes les tendances politiques. Mais c'est là que cela devient encore plus intelligent. La Norvège modifie ses dépenses en fonction de l'état de l'économie. Elle peut prélever un peu plus d'argent du fonds en période difficile. Elle se retire lorsque les choses sont stables. Grâce à cette stratégie à long terme, les générations futures ne se retrouveront pas les poches vides,
Mais l'expression « période difficile » est loin de décrire ce qui se passe actuellement en Europe. Le continent est actuellement confronté au pire conflit conventionnel depuis la Seconde Guerre mondiale et il a le potentiel de s'étendre bien au-delà de l'Ukraine où il a commencé. La Norvège envisage maintenant d'utiliser son fonds souverain pour augmenter considérablement son aide à l'Ukraine à cause de cela. La Norvège est dans une situation unique avec un fonds incroyable de 1800 milliards de dollars. Elle dispose des ressources financières nécessaires pour changer véritablement les choses. De plus, la Norvège peut agir rapidement, contrairement à de nombreux autres pays. La Norvège est l'un des rares pays à disposer de sommes importantes facilement accessibles. Nous devons donc accroître immédiatement notre aide à l'Ukraine, comme l'a fait remarquer Guri Melby, membre du Parlement norvégien et chef d'un parti libéral. De plus, il semble que les deux partis du pays partagent cette préoccupation. Erna Solberg, l'ancienne première ministre conservatrice de Norvège, a soutenu l'appel de Melby en faveur d'une augmentation immédiate et substantielle du soutien de la Norvège. Mais tout le monde ne semble pas d'accord en Norvège et les critiques viennent d'une personne bien connue, nul autre que Jens Stoltenberg, l'ancien Premier ministre et ministre des Finances du pays. Cependant, précisons d'emblée que Stoltenberg n'est pas contre l'aide à l'Ukraine. Stoltenberg a été l'un des plus ardents défenseurs du droit de l'Ukraine à se défendre contre l'agression de la Russie pendant ses 10 années en tant que secrétaire général de l'OTAN et au début de l'invasion. Il a constamment souligné pendant son mandat que l'avenir de l'Ukraine est lié à l'OTAN et que l'adhésion à l'Alliance est une voie immuable. Il a également reconnu à plusieurs reprises les graves conséquences des retards dans l'aide militaire et a activement exhorté les pays de l'OTAN à apporter un soutien accru à l'Ukraine. Par conséquent, la question n'est pas de savoir s'il faut ou non soutenir l'Ukraine, mais plutôt comment le faire. Stoltenberg s'en inquiète. Voyez, Stoltenberg est un grand partisan des politiques budgétaires de la Norvège. Il a mis en garde contre la modification du cadre budgétaire méticuleusement élaboré par la Norvège afin d'accéder aux fonds souverains du pays pour l'Ukraine. Il a fait une déclaration assez simple le 7 février. Enfreindre la ligne directrice budgétaire pour donner plus d'argent à l'Ukraine est une proposition risquée. Selon Stoltenberg, la réglementation budgétaire a été mise en œuvre en raison des revenus variables de la Norvège. Il a précisé qu'ils peuvent être extrêmement bas dans le cas contraire et élevés en cas d'urgence. En suivant cette réglementation, la Norvège a pu préserver sa stabilité économique à long terme sans courir le risque d'épuiser ses ressources trop tôt, mais Stoltenberg a pris soin de rappeler à tous qu'il était favorable à une aide accrue à l'Ukraine. En plus de discuter des risques de violation de la restriction budgétaire, il a exprimé sa satisfaction quant à l'augmentation importante du programme Nansen juste avant Noël 2024. Pour rappel, l'un des principaux moyens par lesquels la Norvège offre à l'Ukraine une assistance tant militaire que civile est le programme de soutien Nansen pour l'Ukraine qui porte le nom de Fridtjof Nansen, humanitaire norvégien et lauréat du prix Nobel de la paix. Cette initiative multipartite, qui a été lancée avec un budget d'environ 12,4 milliards de dollars pour les années 2023-2030, témoigne d'un engagement fort de la Norvège malgré le conflit en cours, avec l'autorisation par le Storting de 50 milliards de couronnes supplémentaires, soit environ 4,46 milliards de dollars pour l'Ukraine en 2025, la Norvège renforce encore son soutien. Grâce à ce programme, l'Ukraine a reçu environ 2,49 milliards de dollars pour la seule année 2024, dont 918 millions de dollars ont été alloués à l'aide humanitaire et civile et 1,56 milliards de dollars à l'aide militaire. Cette répartition garantit que l'aide est de globale, répondant à la situation humanitaire de l'Ukraine en plus de ses besoins défensifs immédiats. Ces chiffres peuvent sembler importants au premier abord, mais gardez à l'esprit le chiffre de 1800 milliards de dollars que nous avons utilisé pour commencer cette vidéo. Melby demande à Stoltenberg de reconsidérer son projet d'utiliser le SWF de la Norvège pour soutenir l'Ukraine car il semble que la Norvège s'en souvienne également. Malgré les risques pour les normes fiscales, elle pense que la nation peut et doit contribuer davantage pour l'Ukraine. Melby a averti que le gouvernement tente délibérément de placer la Norvège dans la catégorie intermédiaire des nations s'il continue à se stabiliser au niveau actuel. Elle soutient que Stoltenberg a le devoir et la possibilité d'exiger davantage en sa qualité de ministre des Finances, d'autant plus maintenant qu'il a reconnu la gravité de la situation. Mais pourquoi cette précipitation? Pourquoi y a-t-il soudain une pression énorme pour puiser davantage dans le fonds et accroître considérablement l'aide à l'Ukraine, étant donné que la Norvège a disposé d'un fonds souverain si précieux pendant les 3 années de l'invasion russe? Quels aspects de l'environnement géopolitique ont changé pour rendre ce moment unique? Disons simplement qu'un changement sismique s'est produit, un changement dans la dynamique mondiale si important qu'il peut être difficile à accepter. Et même dans les couloirs du pouvoir à Oslo, les répercussions se font sentir partout. Analysons tout cela, nous commencerons par l'incident qui a poussé la Norvège à reconsidérer l'utilisation des fonds d'urgence.
La confrontation acrimonieuse entre le président américain Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui a eu lieu à la Maison-Blanche. Outre les hostilités personnelles, le conflit a révélé un changement plus important et alarmant dans la géopolitique entourant l'Ukraine. Les deux dirigeants bien connus se sont rapidement retrouvés dans une dispute houleuse au cours de ce qui était censé être une réunion assez normale. Zelensky s'est opposé au traitement plus indulgent de Trump à l'égard du président russe Vladimir Poutine, car il est depuis longtemps un fervent partisan de la fermeté face à l'agression russe. Trump, qui a toujours été un bon négociateur, a fait pression pour une fin rapide de la guerre, la qualifiant de gaspillage d'argent. Cependant, il s'agissait de bien plus qu'un simple différend diplomatique. C'était un moment décisif qui révélait un problème plus vaste. Trump appelait publiquement à de meilleures relations avec Poutine et à un accord de paix qui profiterait à la Russie. Et tout accord qui profite à la Russie ne peut qu'impliquer que l'Ukraine risque de dire adieu à sa sécurité, à son territoire et peut-être même à sa souveraineté. Trump a qualifié Zelensky de tyran sans élection, indiquant que son alliance avec Poutine avait peut-être progressé plus que quiconque ne le pensait, même s'il n'est pas allé jusqu'à explorer ses résultats possibles. L'Ukraine changeait ouvertement et visiblement de camp, en plus du soutien indéfectible de l'administration Biden. Et d'autres ont pris note de ce changement. L'Europe a été secouée par la confrontation au bureau ovale et les politiciens comme les citoyens ont commencé à craindre que les États-Unis ne tournent le dos à l'Ukraine et à la sécurité européenne dans son ensemble. Le continent a été brusquement confronté à la possibilité d'une rupture de l'alliance forgée au fil des décennies et c'est précisément pour cette raison que la Norvège réévalue l'utilisation de son fonds souverain. Cette terrible altercation entre Trump et Zelensky est le symptôme d'un phénomène plus large plutôt qu'un incident isolé. L'Ukraine est livrée à elle-même alors que les États-Unis se rapprochent de la Russie. Dans l'état actuel des choses, les États-Unis ont déjà abandonné l'Ukraine. Après des années d'assurance, la nation abandonne brusquement son ami, un pays qui se bat pour son existence même et qui a perdu environ 370 000 blessés et sacrifié plus de 43 000 guerriers. Pourquoi disons-nous cela? Parce que Trump a officiellement interrompu l'aide militaire à l'Ukraine début mars. L'approbation de plus d'1 milliard de dollars d'armes et de munitions est désormais suspendue, perdue. Trump a abandonné la nation qui dépendait de l'aide américaine pour sa défense, quelques jours seulement après sa dispute acrimonieuse avec Zelensky à la Maison-Blanche. L'obligation de continuer à recevoir de l'aide, Zelensky doit vouloir la tranquillité en lisant entre les lignes. Cela signifie évidemment que je dois accepter un accord de paix à mes conditions, sinon je suis hors jeu. Cependant, Trump a également déclaré quelque chose de similaire à Zelensky, donc il ne s'agit peut-être même pas de lire entre les lignes. Aucune complexité, aucun souci pour les morts ou les villes détruites. C'est comme si la ruine d'un pays entier, les 290 milliards de dollars d'aide étrangère et les milliers de vies ukrainiennes perdues étaient tous sans importance. L'ultimatum de Trump est vraiment sévère. En effet, les leçons apprises au Vietnam et en Afghanistan ont montré que Washington n'était pas toujours fiable, mais cela semble pire. Les enjeux sont plus importants cette fois-ci. Un continent pourrait changer à la suite du retrait des États-Unis. Trump, quant à lui, ne semble pas s'en soucier. Il peut même nourrir une étrange rancune contre l'Europe et plus particulièrement contre l'Union européenne. Friedrich Merz, membre du Bundestag allemand qui devrait devenir le prochain chancelier, a déclaré qu'il était évident que les Américains, ou du moins cette partie des Américains, l'administration, ne se souciait guère de l'avenir de l'Europe. Qui peut vraiment le blâmer? Il semble que les États-Unis soient plus soucieux de dérouler le tapis rouge aux partis d'extrême droite et de pousser la démocratie européenne au bord du gouffre. De plus, ces partis ne soutiennent pas particulièrement l'UE. Mais quel est le but ultime ici? Certains commentateurs affirment que l'administration Trump est plus que simplement désintéressée. L'Europe est agressivement sapée par elle. Trump a affirmé que l'Union européenne avait été créée pour nuire aux États-Unis. Et mon Dieu, il s'est bien assuré de souligner ce point. Il considère manifestement l'UE comme un puissant adversaire. De plus, il est évident qu'il s'est engagé à l'éliminer à un tarif douanier à la fois. Il a suggéré des droits de douane de 25% sur les marchandises européennes pour cette raison. En outre, Trump se lie d'amitié avec la Russie tout en ignorant l'OTAN. Les États-Unis ont voté contre leurs amis européens aux Nations Unies, se rangeant du côté de la Corée du Nord, de la Russie et de la Biélorussie. Tous ces facteurs se conjuguent pour faire face à un avenir où les États-Unis ne seront plus un allié fiable. Il est intéressant de noter que lors de la première administration Trump, l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel avait anticipé cette situation. Elle a déclaré en 2017 que nous ne sommes plus complètement dépendants des autres. Nous pourrions être en mesure de perdre le légèrement maintenant. Pour cette raison, la Norvège envisage d'utiliser son fonds souverain. Les pays européens doivent agir rapidement pour prendre le relais si les États-Unis abandonnent effectivement l'Ukraine et l'Europe. L'alternative est tout simplement trop effrayante à envisager. Il y a une autre raison, plus embarrassante que pratique, pour laquelle la Norvège pourrait retirer de l'argent du fonds.
Les voisins nordiques remarquent le retard de la Norvège à apporter un véritable soutien à l'Ukraine, alors même que le pays a largement bénéficié de la flambée des prix du pétrole et du gaz. Ils ne choisissent pas leurs mots avec soin et semblent déterminés à présenter les actions de la Norvège ou leur absence comme une terrible tache sur l'image de la nation. L'Institut Kiel, un groupe de réflexion allemand bien connu, affirme que la Norvège a donné à l'Ukraine ce qui suit entre le 24 février 2022 et le 31 décembre 2024. Une aide financière de 0,94 milliards de dollars, une aide humanitaire de 0,69 milliards de dollars et une aide militaire de 1,88 milliards de dollars. Selon la Suède et le Danemark, la liste ressemblerait à ceci: honteux. C'est embarrassant, c'est horrible. Rien qu'en termes d'aide militaire, les deux nations ont contribué bien plus. La Suède a envoyé 5,08 milliards de dollars et le Danemark 8,17 milliards de dollars. Pire encore, la Norvège parle d'avoir un allié bien plus puissant en Ukraine. La vérité, c'est loin d'être flatteuse, malgré la déclaration orgueilleuse du Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre, selon laquelle la Norvège est le meilleur ami de l'Europe. À l'occasion du 3e anniversaire de l'invasion, Støre s'est également rendu à Kiev pour démontrer au peuple ukrainien que les dirigeants européens sont solidaires et continueront d'aider l'Ukraine dans ses efforts d'autodéfense. Cependant, une fois de plus, exprimer son soutien est une chose, le lui offrir en est une autre. La Suède et le Danemark soulignent cette hypocrisie. Au moment où l'Europe en a le plus besoin, comment un pays qui se targue d'humanisme et de paix dans le monde peut-il abandonner ses citoyens? Et cela devient encore plus frustrant, ou du moins pire. Selon Stoltenberg, la Norvège a déjà fait preuve de générosité en augmentant la production de gaz européenne. Il affirme que la nation fournit actuellement 30% du gaz de l'Europe. Merci la Norvège, cependant, l'Europe n'a pas demandé votre gaz, elle a fait appel à votre cœur et à votre dévouement à la démocratie et à la liberté. Les recettes pétrolières et gazières en ont augmenté pour atteindre plus de 100 milliards de dollars rien qu'en 2023. Le record précédent, atteint en 2008, a presque triplé. Par conséquent, fournir du gaz n'est qu'une question de profit et n'a rien d'héroïque. Il semble que la Norvège ait clairement entendu ce message, voyons donc ce qu'elle fait pour redresser la situation. Selon une annonce récente, Støre donnera 7,83 milliards de dollars à l'Ukraine d'ici 2025. C'est plus du double de ce qui avait été initialement déclaré en novembre 2024. La pression exercée par la communauté internationale et les opposants locaux qui mettent en avant la prospérité historique de la Norvège, en particulier les retombées pétrolières et gazières des bouleversements de la guerre, est certainement à l'origine de cette augmentation spectaculaire. Aucune information n'a été fournie concernant l'utilisation prévue de ce financement. Stoltenberg s'est contenté d'indiquer que l'aide de la Norvège serait coordonnée avec les alliés européens et basée sur les besoins de l'Ukraine. Même si cette augmentation de l'aide est significative, certains la jugent encore insuffisante. Les députés norvégiens ont demandé une augmentation nettement plus importante de l'aide. Ils souhaitent la porter à 12,48 milliards de dollars, ce qui est beaucoup plus substantiel. Ce sera certainement une mesure positive, mais avec les ressources dont dispose la Norvège, même cela sera insuffisant. Mais il faut bien commencer quelque part. Le monde a également été scandalisé par l'idée d'ouvrir le SWF norvégien à l'Ukraine. Après tout, cette augmentation de l'aide permettrait de répondre aux besoins immédiats de l'Ukraine en matière de défense, tout en montrant que la Norvège a enfin pris conscience des implications à long terme du conflit. Enfin, le gouvernement a admis qu'il s'agissait de la crise sécuritaire la plus grave que la Norvège ait connue depuis des décennies, et plus précisément depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est également vrai, la stabilité de l'Europe est menacée par l'agression débridée de la Russie. La Norvège doit agir de manière responsable si elle veut continuer à jouer un rôle significatif dans la sécurité européenne. C'est pourquoi la Norvège s'est engagée à verser 10,95 milliards de dollars d'aide jusqu'en 2030, un engagement pluriannuel qui devrait garantir la capacité de l'Ukraine à se défendre pendant de nombreuses années. Le programme Nansen, qui a également bénéficié d'une augmentation significative de son financement, recevra cet argent. Le véritable test commence à ce stade. Malgré ces augmentations importantes, la Norvège continue d'adhérer à la règle budgétaire. L'allocation supplémentaire est conforme à la règle fiscale sur l'utilisation des revenus pétroliers, a déclaré Stoltenberg, qui semblait plutôt satisfait de cela. Afin de garantir que les fonds soient utilisés aux fins souhaitées, a-t-il ajouté, des systèmes de contrôle y seront associés. Naturellement, cela est sain et nécessaire, cela semble presque absurde, cependant, étant donné sa mentalité rigide de respect des règles, peut-être que certaines priorités doivent être réévaluées. Le reste de la Norvège, cependant, est sans aucun doute conscient de l'urgence de la situation. Il existe un consensus politique certain. La Norvège doit continuer à augmenter son aide à l'Ukraine. Elle doit véritablement comprendre le contexte de ce qui est nécessaire. Après tout, les mots et les promesses ne suffiront pas à gagner la bataille. L'Ukraine et l'Europe ont besoin d'un leadership stratégique et d'un engagement sans faille pour garantir que l'Ukraine dispose des ressources nécessaires non seulement pour survivre, mais aussi pour prospérer, et la Norvège pourrait
jouer un rôle important dans cette réussite. En d'autres termes, la Norvège a le pouvoir de renverser la situation en Ukraine, mais y parviendra-t-elle? Qu'en pensez-vous? La règle budgétaire continuera-t-elle à primer sur les vies perdues en Ukraine? Ou la Norvège se lèvera-t-elle vraiment pour défendre l'Europe dans son ensemble, et pas seulement l'Ukraine? Veuillez partager vos opinions dans l'espace prévu pour les commentaires ci-dessous.